Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au débat du dimanche. Le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est adressé à la nation la troisième fois en 6 mois, une date le 14 décembre pour la tenue du dialogue national inclusif. Ce sera le premier sujet de ce débat. Autre sujet, la question de l'opportunité ou non de la présence du président Ibeka aux obsèques des 13 soldats tués au Mali cette semaine. Et au même moment, le sentiment anti-force étrangère qui s'amplifie avec des manifestations cette semaine devant la Bourse du Travail. Il y a l'appel de Dr Omar Mariko et de Sadi. Nous allons également parler, si le temps le permet, des universités de la communication qui viennent de se tenir à Ouagadougou au Burkina Faso. Des questions abordées par nos invités, Maître Cheikh Omar Konaré, avocat, Baba Dakono, juriste chercheur, Makan Kone, directeur de publication de Nouvelles Tribunes, et Serge Daniel, journaliste écrivain. Nouvelle libération. Voilà, premier sujet de ce débat, samedi 14 décembre 2019, c'est finalement la date arrêtée pour le dialogue national inclusif. L'annonce a été faite par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta lui-même, Ibeka, qui s'est adressé à la nation, je vous le disais, la troisième fois en 6 mois, et il en appelle à l'esprit patriotique de tous pour la réussite de cette rencontre. On l'écoute justement. Je voudrais convier toutes et tous au lancement officiel du dialogue national inclusif le 14 décembre au Palais de la Culture Amadou Hamba Teba. Vous le savez, depuis quelques mois, la concertation se déroule dans ce cadre à tous les échelons de notre pays, avec un arrière-plan, la triple crise institutionnelle, sécuritaire et politique de 2012, qui a révélé toutes nos forces, mais aussi toutes nos faiblesses. Mon adresse à la nation du 16 janvier 2019 a ouvert la voie à l'éventualité d'un audit de notre histoire immédiate, de nos institutions, de notre société, de notre capacité et de notre volonté à vivre ensemble, au vu de la modération générale, de la passion que suscite les débats. La question n'est donc plus de savoir si le pays va vers un dialogue, mais quand et avec qui. Depuis plusieurs semaines déjà, l'intitulé retenu pour ce dialogue est dialogue national inclusif. Dialogue en raison de l'opportunité d'échanger qu'il promet. Et inclusif ensuite parce que ce dialogue doit être représentatif de nos terroirs et de nos préoccupations. National enfin, parce qu'embrassant l'étendue du territoire national, à l'instar des 605 communes où les débats eurent lieu sur les 611 prévus, les 46 cercles et les 6 communes du district de Bamako, les 10 régions administratives et le district de Bamako, les 25 ambassades et consulats où la diaspora malienne a pu apporter sa contribution. Dans cette adresse à la nation, il faut également retenir l'appel, la main tendue au chef de file de l'opposition, également la CEMA, la coordination des mouvements de l'Azawad. Makan Kone, les dés sont jetés, ce sera le 14 décembre, le dialogue national inclusif. Absolument. Maintenant, on a une date par rapport à la réunion sur le dialogue national. Mais moi, je me demande si... Est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop vite? Je ne sais pas sur quelle base le président de la République a choisi, ou en tout cas les organisateurs ont choisi cette date. Là, je me dis, en tout cas, il faudrait qu'on soit sûr que tout est en place et que le dialogue va être véritablement inclusif. Maintenant, vous avez évoqué son appel au chef de file de l'opposition. Moi, je me demande souvent le message du président à qui ils sont adressés réellement. Parce que quand vous appelez le chef de file de l'opposition pour participer à un dialogue, c'est le chef de file de l'opposition en tant que tel. Maintenant, il n'est pas seul, lui, il a du monde derrière lui. Il n'est pas le seul aujourd'hui à ne pas vouloir partir au dialogue. Mais quand vous personnalisez, vous dites chef de file de l'opposition, même s'il venait seul, le chef de file à ce dialogue, ça va donner quel résultat? Donc il ne faut pas être étonné qu'il ne puisse pas répondre à cet appel, parce qu'il a quand même des gens derrière lui avec qui il faut se mettre d'accord, avec qui il faut réfléchir sur l'opportunité ou pas d'aller au dialogue ou non. Aléa Jack Taïs, pour embaucher sur la même tempête que le président, c'est le 14 décembre, les phases finales de ce dialogue, Baba Dakono. Oui, au niveau du dialogue national, il y a 3 éléments qui déterminent un peu l'analyse, la pertinence, l'utilité et le format. Sur les 2 premiers points, je pense qu'il y a une certaine forme de consensus. Autant les gens estiment que ce dialogue est utile et nécessaire, autant ils estiment également que c'est pertinent dans cette phase
du pays de se réunir et de discuter des questions profondes qui sont, le président l'a rappelé, de 3 ordres. Il y a les questions sécuritaires, donc qui expliquent un peu la main retendue du chef de l'État envers la CMA, qui est un acteur incontournable aujourd'hui sur les questions sécuritaires, mais également au chef de file de l'opposition, parce que la dimension politique a été également rappelée par le président dans ce que a révélé la crise de 2012. Par contre, ce que Makan disait tout à l'heure, c'est que l'esprit même de l'institution d'un chef de file de l'opposition, c'est justement d'avoir une personnalité politique qui ne soutient pas l'action du gouvernement, qui incarne de façon formelle un peu l'opposition, mais cela n'a pas de préjudice à la pluralité de cette opposition-là. Mais d'un point de vue officiel, c'est quand même l'interlocuteur indiqué du chef de l'État quand il s'adresse à l'opposition. Oui, Maître Konaré, on a l'impression qu'on peut se départir de cette peur quand on fait une rétrospective un peu de tout ce qui a été fait. Les rencontres se sont tenues dans plus de 600 communes, 25 ambassades et consulats. Peut-être de bonne guerre que le 14 décembre, il y ait cette phase finale à Bamako. Mon analyse des enjeux et des perspectives de ce débat national n'a pas changé. Pour moi, la condition de la réussite de ce dialogue, c'est la participation des acteurs majeurs. Acteurs majeurs au plan politique, c'est la majorité et l'opposition. Il se trouve que l'opposition n'y participe pas, du moins dans sa frange principale. Et acteurs majeurs militaires, je veux parler de la CEMA. Il faut que la CEMA aussi participe, parce que sans cela, le dialogue n'aboutirait à rien. Alors, malgré l'absence de la CEMA et de l'opposition dans ce dialogue au niveau des régions, il a été poursuivi. Ce qui me fait penser au fait que peut-être la stratégie du pouvoir consiste à découpler l'opposition de sa base. C'est-à-dire que travailler, discuter avec les franges régionales et locales des partis de l'opposition en ignorant la superstructure de l'opposition, c'est-à-dire les dirigeants. Est-ce que cette stratégie va réussir? Wait and see. Oui, Serge, par rapport à la CEMA, est-ce qu'on ne peut pas dire que peut-être que la présidence, le président a eu une assurance, une garantie quant à la participation de la CEMA? Puisque la semaine dernière, elle était à Bamako. Je pense qu'en ce qui concerne la CEMA, ce lundi, ils vont se prononcer. Est-ce qu'ils reviennent au Conseil, au sein du comité de suivi de l'accord d'Alger? Je pense qu'ils vont l'annoncer, parce que j'ai eu M. Ould Sidati avant de venir ici, il me l'a confirmé. Je pense qu'ils ont obtenu des garanties, de mon point de vue, ne serait-ce que s'ils viennent au comité de suivi de l'accord d'Alger, probablement qu'ils vont venir au dialogue, parce qu'ils ont probablement reçu des assurances pour dire, au dialogue national inclusif, nous n'allons pas toucher à l'accord, probablement. Mais on le saura ce lundi. Ils vont faire une déclaration d'après mes informations. Mais le discours du président est important. Il dit clairement ceci de mon point de vue. Il dit, j'ai assez négocié avec certains. Il dit, le problème aujourd'hui n'est plus de savoir si nous allons aller vers un dialogue, mais quand nous allons aller au dialogue. Ça veut dire, c'est un constat d'échec de négociation avec une partie de l'opposition. Si je voulais être un peu taquin ou un peu méchant avec une flèche, j'aurais dit, il fait un passage en force pour aller au dialogue. Il faut être extrêmement prudent, je pense. C'est le 14 décembre. On sait aujourd'hui qu'on n'aura plus des élections législatives avant la fin de l'année. Et que sans ce dialogue-là, on ne peut pas aller aux législatives. Donc l'idéal, c'est encore une fois, je le dis, d'essayer de convaincre ceux qui refusaient, ceux qui ne veulent pas aller au dialogue en l'état, c'est-à-dire l'opposition, M. Soumaïla Cissé, mais également les anciens premiers ministres Modibo et Cheikh Modibo, et que tout le monde, que ce soit vraiment une fête. Sinon, il y aura un goût, de mon point de vue, un goût d'inachevé si on va au dialogue sans cela. Il y a une déclaration de la COFOP, je ne sais pas, c'était bien avant l'adresse à la nation du président de la République. Est-ce qu'il faudrait s'en inquiéter? Il faut préciser que la COFOP est une alliance, est une association de partis soutenant la majorité,
qui a boycotté le séminaire organisé par la majorité présidentielle, dirigé par M. Tereta. Mais je pense que de ce point de vue, c'est une opposition frontale plutôt à M. Tereta, dont les méthodes ne plaisent pas à tout le monde. Ok, Makankone, il y avait aussi cette inquiétude par rapport aux résolutions de ce dialogue national inclusif. Les peurs peuvent être dissipées puisque le président s'est engagé en tant que garant de la Constitution de traduire en acte à travers un mécanisme de suivi qui sera mis en place par les congressistes et que lui, il accepterait le format et la composition. Ça peut dissiper les peurs. Le fait qu'on est sûr que toutes les résolutions vont être traduites en mesures concrètes. On n'est pas sûr. Est-ce qu'on est sûr? C'est ça le problème. En fait, tout ça, c'est de la théorie. En fait, les gens... Vous mettez en doute... Oui, mais c'est par expérience. C'est par expérience. Beaucoup de... On a vu... moi, je sais pas, je sais que les responsables politiques disent... En fait, ils se sont mis d'accord sur beaucoup de choses qui ne se sont pas tenues. Comme aime à le dire mon grand frère Serge, il y a eu un problème d'engagement non tenu. Souvent, des rencontres avec le président, non respectées avec le président de la République. Ça, même à la dernière rencontre qu'il a eu avec le chef de file de l'opposition, par exemple, quand vous discutez avec le chef de file de l'opposition, lui, il vous dit clairement que rien n'est sorti de cette réunion. Ça n'est caché de personne. Donc, comme j'ai dit, c'est de la théorie, les gens ils veulent de la pratique. Le président a tenu des promesses lors de ce discours, mais les gens veulent être sûrs. Parce que est-ce que ce mécanisme-là, c'est ce que les gens ils cherchent en réalité? Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de garanties, en tout cas de structures. C'est pourquoi on dit qu'il faut que ce soit le président de la République lui-même qui s'engage à mettre en œuvre les résolutions du dialogue. Il ne faudrait pas que ce soit une autre structure qui dit. Il faut que ce soit lui-même qui s'engage, c'est cela. Maintenant, pour revenir un peu à mes propos par rapport au chef de file de l'opposition, ce que je voulais dire à l'adresse de Dakounou, en fait, c'est pas que le chef de file n'est pas l'interlocuteur du président, mais je dis que c'est pas Soumaïla Cissé seul, chef de file de l'opposition, qui est contre comme ça vient de dire, qui est contre le dialogue. Il y a beaucoup d'autres personnes, mais quand vous nommez dans un discours officiel comme ça, vous dites le chef de file de l'opposition, ça vous êtes déjà dans l'exclusivité. L'inclusivité, on l'a souhaité, à mon avis, que vous ne nommez personne, vous disiez simplement que toute l'opposition, tous les Maliens et tout, ça s'arrête là. Tout le monde peut se sentir dans ça. Mais les anciens premiers ministres et tout, qu'est-ce qu'ils vont penser de ce discours? C'est ce que je voulais dire en fait. Oui, maître, vous avez été souvent pessimiste par rapport à ce dialogue national inclusif, mais le fait que le président s'engage à respecter les clauses, les résolutions, est-ce que cela ne doit pas peut-être répondre un peu à votre inquiétude? Le problème du Mali, c'est d'abord le problème de l'insécurité. Il ne peut pas y avoir de retour de la sécurité sans qu'on règle deux questions. La question de l'accord de paix d'Alger et la question du référendum constitutionnel qui est une condition de la poursuite de la mise en œuvre de cet accord. Supposons que lors du débat, la majorité des participants demandent qu'on sursoie à la révision constitutionnelle en raison de l'insécurité. Est-ce que le président de la République va accepter une telle résolution? Supposons, par ailleurs, que la majorité des participants décide d'une relecture de l'accord de paix d'Alger. Est-ce que le président de la République va accepter de remettre cet accord-là en cause? La réponse, à mon avis, est négative. C'est pourquoi je pense que si l'opposition ne participe pas à ce dialogue, il se pourrait qu'effectivement le président tienne ses promesses de remettre, d'exécuter les résolutions parce qu'il sait, ou du moins il sait donner les garanties pour qu'aucune résolution ne puisse remettre en cause le projet de révision constitutionnelle ou le texte de l'accord d'Alger. D'accord. Oui. Dans la foulée, l'accord, le dialogue, en des termes, comme il est présenté actuellement, ne va pas être le médicament pour régler la crise. Le dialogue tel qu'il est présenté par le président de la République va poser le problème. Mais on a déjà posé le problème à la conférence d'entente nationale. Et le dialogue national inclusif est quand même la suite
je ne vais pas dire de l'échec, les gens n'aiment pas l'expression, mais le dialogue national inclusif est programmé parce que la conférence d'entente nationale n'a pas tout résolu. Je dirais n'a rien résolu. Donc l'idée, c'est que oui, il faut aller au dialogue. Et il faut dire que des efforts ont été faits. Le Premier ministre qu'on a vu notamment aller voir des hommes politiques pour les convaincre de venir, le président de la République, des coups de téléphone, etc. Il y a toujours de la place pour pouvoir regrouper tout le monde. Et mon sentiment, il est peut-être personnel en termes d'analyse, et le rôle d'un analyste, c'est aussi de se tromper, peut-être que je me trompe, c'est qu'on n'a pas tout fait pour que tout le monde aille à ce rendez-vous-là. D'accord. Baba Dakono, en donnant lui-même un caractère contraignant à ce dialogue national inclusif, est-ce que le président de la République ne se met pas dans une espèce d'inconfort? Parce que nous avons suivi un peu les résolutions pour le dialogue en France, par exemple, et on fait un clin d'œil aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent depuis la France. Là-bas, ils disent clairement qu'ils ne veulent pas de révision constitutionnelle. En donnant le caractère contraignant aux résolutions du dialogue, est-ce que le président ne se met pas dans une espèce d'inconfort? L'acceptation même du principe d'organiser un dialogue national inclusif, c'est une sorte de position d'inconfort. Parce que ce dialogue, il faut le rappeler, intervient quand même quelques mois, au moins de 2 ans après la réélection du président de la République, qu'on sente la nécessité de se retrouver, de discuter des causes profondes de la crise et d'explorer les perspectives de sortie de crise. C'est un peu révélateur de la situation du pays et rappelle un peu cet inconfort dont vous parlez. Mais sur la question de l'engagement, je pense que c'est en fait une bataille de perspectives entre ceux qui voient le verre à moitié vide et ceux qui voient à demi-plein. Donc, il est important, je pense que de façon tout à fait hypothétique, de donner ou d'accorder ce que les juristes appellent le bénéfice du doute jusqu'à présent, et également avoir foi aux participants. Au début de mon propos, j'ai évoqué les 3 points de l'analyse, le 3e étant le format. C'est ce qui divise surtout les acteurs, c'est-à-dire la suspicion que les participants soient majoritairement désignés et soient majoritairement favorables à une tendance, et que cela ne biaise finalement les résultats de ce dialogue-là. Donc il est encore temps et il est important qu'on se mette d'accord sur le format, mais que l'on parte sur la base de l'engagement formel qui vient d'être donné par le président de la République. C'est une forme d'assurance par rapport à tous ceux qui avaient des doutes, et que ce dialogue soit saisi pour que le caractère contraignant des résolutions ou des conclusions du dialogue peuvent résulter de la voix des participants. D'accord. Dans cette adresse à la nation, le président Ibrahim Boubacar Keïta a fait part de sa présence ce lundi à Paris aux obsèques des 13 soldats français tués au Mali. Nous allons y revenir. Mais 2 jours avant, certains partis politiques, Sadi et Dr Omar Mariko, qui ont appelé à une manifestation anti-force étrangère. C'était devant la Bourse du Travail. Là-dessus, le reportage de Diko Rouchek Traoré. Et oui, à l'appel du parti Sadi, les Maliens sont sortis en rang serré ce 29 novembre pour répondre à un rendez-vous d'indignation et de dénonciation. Ainsi, pancarte et banderole en main, les manifestants visiblement très remontés et déçus disent ça suffit au président Ibrahim Boubacar Keïta, tout en scandant non à la mort des militaires maliens, non à la MINUSMA et à la force Barkhane. Il s'agit aujourd'hui de regrouper les énergies maliennes pour dire à M. Ibrahim Boubacar Keïta qu'il a un choix à faire. Il a à choisir entre une communauté internationale complice de la situation, de la dégradation de la situation du Mali, et la souveraineté et l'indépendance du peuple malien. Alors s'il continue à choisir l'impérialisme français, alors il appartient au peuple malien de le mettre à la porte démocratiquement. Estimant que l'heure de l'éveil de conscience a sonné, les manifestants réclament le départ de la MINUSMA et de la force Barkhane du Mali. La MINUSMA et les forces Barkhane sont en deçà de ce qu'ils ont dit en République du Mali. Ils n'ont pas leur raison d'être en République du Mali. Pour l'honorable Omar Mariko, le Mali se fera avec ou sans la France. Ceci dit, il exhorte les Maliens à soutenir leur armée nationale.
La question des forces étrangères, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, l'a abordé dans cette adresse à la nation. Il affirme ne pas faire de distinguo dans le deuil. Nous l'écoutons. Chaque mort m'endeuille, chaque mort m'interpelle. Civils, militaires, maliens, non maliens. C'est pourquoi je m'incline devant la mémoire des dernières victimes de la déchirante guerre du Sahel, à savoir les soldats français morts à Indiliman. Morts en traquant et en chassant ceux qui ont tué nos enfants à Indiliman. Lundi, Inch'Allah, avec une délégation qui dit le Mali, qui reflète le Mali et la parole du Mali, je serai aux obsèques à Paris de ces jeunes héros fauchés en terre malienne. Nous le devons à leur famille, à leur pays. Quand on écoute Oumar Mariko et le président de la République, on a l'impression d'assister à un dialogue de sourds. Le président et une certaine partie de l'opinion malienne n'ont pas la même compréhension de la présence des forces étrangères. Moi, je crois que vous avez résumé la situation dans laquelle on se trouve d'ailleurs au Mali. C'est un dialogue de sourds dans tous les domaines. On ne s'écoute pas. Même le dialogue dont on vient de parler précédemment, il y a un risque que ça soit un dialogue de sourds. En fait, chacun de part et d'autre a des intérêts et les gens ne sont, excusez-moi, pas honnêtes les uns envers les autres. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le sentiment anti-force étrangère et tout, il faut avoir le courage de dire que c'est entretenu quelque part, ça c'est très clair. Il n'y a pas de doute par rapport à cela. Maintenant, je crois que par ailleurs, le rôle de l'État, des autorités, là où ça a failli, c'est que les gouvernements, les autorités elles-mêmes, ce n'est pas la phrase de l'aménagement, les autorités elles-mêmes aujourd'hui qui doivent être les avocates de ces forces ne se donnent pas le temps d'expliquer à l'opinion, d'aller vers l'opinion. Moi je crois que c'est à l'État, au président, au ministre et tout, d'expliquer la présence de ces gens ici, expliquer que nous avons besoin d'eux, expliquer que sans la France, sans l'aménagement et tout, ça va être difficile, et patientons pour avoir une armée. Donc c'est ça en fait, le dialogue de sourds, il est éternel, depuis un certain temps, c'est à ça qu'on assiste ici. Et je crois que chacun doit jouer son rôle, chacun doit rester dans son rôle. Et c'est normal, la société civile, les politiques qui dénoncent un peu. Ce qui se passe, c'est que les gens ne comprennent pas qu'on ait toutes ces forces étrangères sur notre sol, et qu'il y ait toutes ces morts, toutes ces attaques, Mais il y a des gens qui sont payés pour ça, normalement. C'est-à-dire que les ministres porte-parole et tout, ils sont payés pour expliquer à l'opinion, même à Oumar Mariko et tout, la nécessité d'avoir, en tout cas pour un certain temps, les forces étrangères sur notre sol. Oui, Baba Dakono, il y a ce débat sur l'opportunité ou pas de la présence du président Ibeka aux obsèques des 13 soldats français tués. Ça fait débat. Oui, justement, c'est dommage qu'on arrive à ce débat-là. C'est comme si aujourd'hui, parce que ce qui alimente ce débat, c'est principalement que le président ne participe pas aux obsèques, par exemple, les dernières qui ont été organisées à Gao, et qu'il participe à celles qui sont organisées au niveau de Paris. La vérité, c'est qu'on ne remplace pas un manquement par un autre manquement. Oui, c'est dommage qu'on ne voit pas le président au niveau de ces cérémonies qui sont organisées pour saluer la mémoire de ces tombés pour le Mali des Maliens, mais ce sera aussi dommage que le président n'aille pas témoigner la solidarité malienne vis-à-vis de la France, qui a perdu, que l'on décrit ou pas, que l'on soit d'accord ou pas avec la politique française. C'est quand même 13 personnes qui sont mortes au Mali en défendant sur le sol malien. Donc, et ce qui est encore dommage, c'est que l'impression, c'est que de plus en plus les gens sont en train de perdre certaines valeurs qui caractérisaient le pays. Et parmi ces valeurs-là, c'est justement la redevabilité, la reconnaissance et surtout la place qu'on réservait un peu à l'étranger. Oui. Maître Konaré. Oui, il est parfaitement normal, c'est même une obligation morale, politique, diplomatique pour le chef de l'État d'aller assister aux obsèques des soldats français morts morts sur notre sol, même s'ils sont morts pour la défense de la politique de leur pays. Et même s'il y a des gens ici qui ne sont pas d'accord avec la politique de la France au Mali. Ça, c'est un devoir humain. Maintenant, cela ne dispense pas, comme Baba Dakono l'a dit, le président de la République de participer aux obsèques qui sont organisées pour les soldats maliens tombés sur le champ d'honneur. Mais le débat de fond porte plutôt sur
la présence des forces étrangères au Mali. Si tout le monde se plaint de ces forces-là, c'est parce qu'elles sont inefficaces. Et Barkhane, et la MINUSMA, et l'UTM, et la force du G5, toutes ces forces-là n'empêchent pas nos soldats de se faire tuer journellement. Donc il faut revoir cette politique-là. Il faut que ces forces-là revoient leur mandat pour qu'enfin le Mali soit sécurisé. Et sécurisé de quelle manière? Que le Mali reprenne l'ensemble de ses frontières. Ensuite, qu'aucun groupe armé ne reste armé en territoire du Mali. Et enfin, que l'armée malienne et l'administration malienne prennent le contrôle de tout le territoire malien. Cela est possible si le mandat de la MINUSMA change. D'accord. Sur l'émotion, l'émotion sélective, en fait, c'est ce qu'on dit, ce qu'on entend. Oui, mais le président est plus sensible à la mort de soldats français que de morts maliens. Je ne crois pas du tout à cela. Ce n'est pas vrai. Il y a ceux qui savent ce qui se passe exactement, et puis il y a ce que la Vox Populi dit. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas empêcher les gens de dire ce qu'ils ressentent aussi. Le ressenti des gens, ça peut ne pas être la réalité, mais c'est ce qu'ils ressentent, il faut respecter cela. Le président de la République ne va pas en France parce qu'il a décidé d'aller en France. Il lui était envoyé une invitation. En bonne et due forme. Ce n'est pas lui qui prend la décision, comme à l'époque de Charlie Hebdo, d'aller en France comme une dizaine ou une quinzaine de présidents africains. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a invité. Et mettez-vous à votre place, quand des gens meurent chez vous et que le pays d'origine vous invite, c'est quand même difficile de ne pas y aller. Mais s'il y va, ça veut dire qu'il ne va pas seulement s'incliner sur la tombe des gens. Oui, il y a la cérémonie lundi aux Invalides, là où Napoléon Ier est enterré. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des discussions. Il y aura, en marge de cette cérémonie, il y aura des discussions. Là, je pense que ce n'est pas un débat de est-ce qu'il fallait aller ou pas. Je pense qu'il fait bien d'y aller parce qu'on l'a invité. Il ne peut pas dire non, je ne viens pas. Maintenant, sur le fond, et ça c'est très important, sur la perception que les gens ont de l'ONU, de la MINUSMA, il y a plus de 90 nationalités au sein de la MINUSMA. Et de Barkhane, c'est un problème qu'il faut poser. Mais le problème de la MINUSMA est simple. La MINUSMA est arrivée au Mali avec un mandat. Si vous voulez que le mandat change, il faut qu'on fasse une pression ou des pressions sur la communauté internationale pour que le mandat change. Ça, c'est clair. Même si on les autorisait à tirer, à un moment, ils ne pouvaient pas. Ils ne peuvent pas. Donc peut-être qu'il faut changer le mandat. Idriss Déby au Tchad, il avait une mission de l'ONU. Il s'est fâché un jour, il s'est dit, vous n'êtes pas efficace, partez. Ils sont partis. Tout à fait. Est-ce que vous voyez? Maintenant, sur Barkhane, il y a aussi une mission. Si on veut réorienter la mission de Barkhane, le Mali est un pays souverain en disant, voilà ce que nous voulons. Si vous ne voulez pas, nous ne voulons plus de vous sur notre territoire. Tout à fait. Et en ce moment-là, c'est cela. Mais ce que je comprends, et parce que Tangara, vous ne voulez pas me laisser le dire, je le sais, c'est que autant on a eu à un moment... on a parlé du droit, le devoir comme d'ingérence humanitaire, le droit d'ingérence humanitaire. Il faut quand même le devoir d'assistance militaire, d'assistance à un pays en danger, c'est-à-dire qu'il faut changer le mandat de la MINUSMA. Il faut que les forces en présence des forces présentes sur le territoire malien soient mieux réorganisées, mieux coordonnées avec l'armée. Parce que franchement, ce que les gens disent parfois, vous leur donnez raison. Ils sont là dans des villages les plus reculés. Vous avez des terroristes, les djihadistes qui viennent attaquer ces villages. Ils sont démunis. Et il faut dire, c'est pas une honte, c'est pas une gêne de le dire, le Mali seul ne peut pas résoudre la question. Ok, je vais revenir à vous, Baba Dakono, mais la question que j'avais envie de vous poser, on sait que historiquement, culturellement, le Malien n'est pas indifférent dans le deuil. Il y a des expressions consacrées ici où on dit que la mort met un terme à tout. Et même quand on va très loin dans l'histoire, le premier article de la charte de Kouroukanfoura, c'est « une âme n'est pas supérieure à une autre âme ». Est-ce que ce que le Vox Populi dit n'est pas l'expression d'un ressenti? Le Malien veut voir leur président, mais ils n'ont pas l'occasion de voir le président de la République à l'intérieur du pays. Le président se fait rare et bon, des occasions comme ça, le Vox Populi les saisit pour peut-être refouler un peu ces sentiments-là d'absence du président à l'intérieur du pays. J'allais vous dire que ça c'est Ibeka. Les gens ils connaissent quand même, nous connaissons maintenant notre président de la République, nous savons de quoi il est capable, de quoi il n'est pas capable, par rapport à son accessibilité ou pas, par rapport à sa disponibilité ou pas.
Maintenant, ça, c'est autre chose. En fait, c'est vrai que les gens, ils sont pas, on n'est pas très contents déjà du sort qui est réservé à nos militaires morts. J'ai entendu récemment, on m'a rapporté qu'un député disait qu'on n'a pas les moyens de rapatrier nos morts. C'est pourquoi moi je ne comprends pas qu'on en veut à la France. Personne ne nous demande, nous, de traiter nos morts de la sorte. Maintenant, moi j'ai bien apprécié qu'ils aient amené, ils aient fait une cérémonie à Gao par rapport aux morts de Indeliman, je crois, au Tabankort et tout. C'est ça la réalité pour répondre à votre question. C'est ce que les gens expriment. Ils ne comprennent pas qu'ils ne voient pas le président à toutes les cérémonies ici d'hommage à nos morts et qu'ils se rendent en France. Mais comme Serge l'a dit, en fait, le problème il est très mal posé. Et c'est parce qu'on a perdu 13 militaires français sur notre sol. Donc, et puis le président de la République est invité pour aller assister. Je crois que Serge a entièrement répondu à cette question. Il est invité par le président, il ne peut pas refuser, c'est même ne serait-ce que par courtoisie. Et puis ils sont morts quand même en territoire malien. Et puis tu sais que les gens disent, c'est qu'ils viennent lutter contre le terrorisme, nous aussi on gagne là-dedans. Si les terroristes sont défaits, ça va profiter aussi. Quoi. Oui, principalement 2 points. Le premier, c'est vrai on parle ici de l'absence du chef de l'État à certaines cérémonies, mais il y a une autre absence qu'il est important de pointer du doigt, c'est celle des chefs des autres institutions. Je pense que le deuil national, c'est aussi l'occasion pour tous ceux qui ont un rôle, tous ceux qui participent à l'animation de la vie publique de se bouger un peu. On a l'impression que pratiquement, c'est vrai qu'on décrit, on dénonce la prépondérance du président, mais j'ai l'impression que même dans la pratique, c'est aussi une façon d'accentuer cette prépondérance du président. Le deuil national, il est national, ça doit être l'occasion pour tout le monde de témoigner un peu ce qu'il ressent vis-à-vis de ce deuil-là. Et les premières personnes à le faire, c'est justement ceux qui incarnent les institutions de la République. Le second point, c'est que ce que je voulais ajouter, c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est visible sur le terrain, nous avons une dégradation presque continuelle de la situation sécuritaire. Donc, c'est presque légitime aujourd'hui que les gens se posent des questions sur l'efficacité de toutes les réponses qui sont déployées. Mais ce que ça rappelle, c'est qu'on a parlé de MINUSMA, on a parlé de Barkhane, c'est que c'est une partie de ce mandat aujourd'hui ou des mandats de ces forces qui focalisent l'attention. C'est celle de combattre certaines menaces ou pour la MINUSMA, celle d'aider à la restauration de l'autorité de l'État. Mais aujourd'hui, la dimension qui apparaît et qui a manqué, c'est justement la responsabilisation de l'État. Parce qu'en parallèle, on devrait faire en sorte que l'État du Mali soit responsabilisé vis-à-vis de la sécurité de son territoire. Et c'est ce qui a manqué. Et j'ai l'impression que c'est ce qui rattrape de nombreux acteurs aujourd'hui. Oui, Maître Konaré, je ne sais pas si vous... moi, je me rends beaucoup dans les quartiers populaires. Je ne sais pas si c'est votre cas. Mais là-bas, est-ce qu'on entend ce qu'il y a eu Tabankort, on n'a pas eu le président de la République. Il y a eu Indeliman, on ne l'a pas vu. Et il faut que 13 soldats meurent pour qu'on le voie à Paris. Ça, c'est souvent l'homme de la rue. Et ce que je réponds à cela, c'est que ce n'est pas tous les jours qu'on voit 13 soldats français tomber. Depuis 1983, ce n'est pas arrivé. Ce n'était pas arrivé. Alors donc, il est normal que le président aille à leurs obsèques. Maintenant, est-ce que le président de la République va à toutes les obsèques? Non, et cela est déplorable. Mais est-ce qu'il peut même aller à toutes les obsèques de tous nos soldats? Je ne crois pas que cela soit possible, parce que c'est tous les jours que nos soldats tombent. D'accord. Et même si vous manquez une seule cérémonie, le reproche revient. D'accord. Alors donc, je pense qu'il doit faire ce qu'il peut. Et il doit surtout être de plus en plus présent, du mieux qu'il peut. D'accord. Pour rassurer la population, donner l'impression qu'effectivement, il n'est pas insensible aux morts des soldats maliens. D'accord, ok. Moi, rapidement, je voulais vraiment revenir sur le dispositif militaire. Moi, je crois en une chose, et franchement, je crois en une armée malienne reconstituée
qui a l'appui de l'extérieur. Je ne crois pas du tout pour sortir de la crise. Je ne vois pas un mécanisme où ce sont les étrangers, les troupes étrangères qui sauvent le Mali. Nous avons des résultats aujourd'hui dans le centre. Le Premier ministre s'est rendu récemment de nouveaux désarmements, mais ça c'est fait localement, avec des forces de sécurité localement. Je crois qu'il y a une armée nationale à reconstituer avec l'aide des forces étrangères, et non une armée nationale noyautée dans les forces, parmi les forces étrangères. Oui, allez-y. Moi, je juste en deux mots que aujourd'hui, il est pratiquement connu, quasiment connu de tous que le centre du problème, c'est la zone des 3 frontières. Là, tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de mouvements de terroristes dans cette zone. Donc, il faut que nos 3 États, en plus de nos partenaires, même sans nos partenaires, en tout cas, on ne peut pas résoudre cette crise sans que nos 3 États ne se mettent ensemble. C'est le Niger, le Mali et le Burkina. Coordonnés. Or, depuis quelques jours, on sent qu'il y a un peu de désordre entre eux-mêmes, armés de ces différents pays. Il faut que les gens travaillent ensemble. On sait que l'action, ces 13 soldats ont trouvé la mort et ensuite à collision d'hélicoptères. Ça a été revendiqué par l'IGS, l'État islamique au Grand Sahara. Est-ce qu'ils veulent nous faire croire que c'est eux qui ont descendu les 2 hélicos? Oui, c'est un des aspects de cette lutte armée menée par ces groupes qualifiés de terroristes. C'est également de la propagande, et cela participe de la propagande. Et de l'autre côté, on a la version officielle qui parle de collusion, mais qui n'exclut pas le fait que ce sont les combats, ou c'est le fait qu'il y ait une mission dans cette zone qui a causé cette collusion, mais qui exclut qui exclut le fait que ces avions aient été touchés par un tir ennemi. Oui, Maître Konaré. Moi, je voudrais qu'on aille un peu au-delà de l'événementiel. Tout ça, les attaques terroristes, les attaques au centre, tout ça est causé par quoi? Tout ça est causé par l'absence de notre armée à Kidal, où justement aujourd'hui, un groupe terroriste séparatiste est en train de tenir son congrès, comme en terrain conquis. Alors, il faut absolument que cette situation change. Et cette situation ne changera pas tant qu'on conservera l'accord d'Alger, qui interdit à l'armée malienne et aux forces internationales de toucher à ceux qui occupent Kidal et qui sont les premiers terroristes du Mali. D'accord. Voilà. Oui, Serge, sur la revendication. Sur la revendication, oui, ils ont revendiqué, mais je ne pense pas que la vérité soit forcément de ce côté. Vous l'avez parlé tout à l'heure de propagande. Il faut attendre pour voir. La version française est claire. C'est une collision entre 2 avions, deux hélicoptères se sont percutés. Je pense que les boîtes noires des 2 hélicoptères ont été récupérées. On en saura davantage. Mais il y a forcément un côté propagande qu'il faut voir dans la déclaration des djihadistes. Bakan, l'armée, c'est le général Lecointre qui a d'ailleurs démenti cette revendication. Ils ont expliqué que, en tout cas, c'est des renforts qui arrivaient, qui ont percuté un hélicoptère qui combattait, en tout cas qui pourchassait des terroristes. Ça, c'est la version officielle, comme on dit. Moi, je crois peut-être que dans les combats, un hélicoptère, ça je l'ai dit comme ça, je ne suis pas un spécialiste, dans les combats, un hélicoptère a dû être touché, qui a perdu le contrôle, et l'autre a dû l'alerter et tout. Bon, donc ça doit être un truc comme ça. Mais comme vient de dire Serge, on va suivre, voir ce que ça va donner réellement, par rapport à voir les boîtes noires, le résultat que ça va donner. Oui, une dernière question là-dessus. Cette collision a un peu amplifié la question Mali au niveau de l'opinion même française. Est-ce que ça peut positivement impacter sur les choses, sur la suite des événements? Mais je pense que depuis longtemps, la France cherche, je pense que l'appui au plan diplomatique qu'elle apporte au niveau de la force conjointe, c'est pas le désengagement, mais la France cherche un peu à amener d'autres partenaires à responsabiliser davantage les 3 pays ou les 5 pays, les 4 pays du G5 par rapport à la sécurité de leur territoire. Donc il y a cette volonté, on peut dire que peut-être que cette situation, comme l'a annoncé d'ailleurs le président Macron, va donner peut-être un coup d'accélérateur par rapport à ça. On entend de l'indignation. En France, on pense que la France est seule
dans le Sahel, au Mali, et souvent on ne comprend pas là-bas. Si on veut que la France ne soit pas considérée comme seule, qu'on donne tout simplement un mandat fort au pays du G5 pour qu'ils fassent le boulot, puisqu'ils sont prêts à faire le boulot. On ne va pas refaire l'histoire, mais on s'est trompé sur les acteurs de la crise malienne. Je pense qu'on est en train de payer aujourd'hui on est en train de payer le prix. Parce qu'au début, nous n'étions pas, je me souviens quand j'en parlais au début, personne ne croyait. C'était pas, on a voulu nous faire croire que c'était un groupe indépendantiste qui avait attaqué le Mali. Non, c'était un groupe indépendantiste. À côté du groupe indépendantiste, il y avait les terroristes. Ça, c'est évident. Aujourd'hui, on n'en parle plus comme si c'était bon admis. Mais à l'époque, il fallait avoir le courage d'en parler. Nous n'étions pas nombreux à le dire à l'époque. Mais ce qui s'est passé, après Serval, il n'y a pas eu le médicament qu'il fallait parce qu'il y a eu un vide après Serval. Après Serval, parce qu'il n'y a pas eu de combat entre les djihadistes et les forces Serval. Les forces Serval sont intervenues pour stopper l'arrivée des djihadistes au sud. Mais après, il n'y a pas eu ce qu'il fallait. Maintenant, il y a eu Barkhane après. Ça s'est métastasé plutôt dans tout le Sahel. Il faut revoir, de mon point de vue, ce dispositif. Et ce qui est simple, je l'ai dit, puisque les troupes du G5 Sahel demandent à l'ONU un mandat fort pour faire le job, pour faire le boulot, qu'on leur donne un mandat fort, en ce moment, les forces étrangères vont se retirer. Oui, le G5 ne pourra rien. C'est un regroupement de forces inefficaces. Si la preuve, le Mali, le Burkina, on est sous le feu des terroristes, on ne peut rien. D'accord. Donc, il faut plutôt changer le mandat de l'aménagement. Justement. Et la mort des 13 soldats français aura pour conséquence, à mon avis, de pousser la France à demander davantage de forces européennes pour que effectivement au Sahel, la France ne soit plus. Mais on ne me laisse pas parler. Non, ok, terminez rapidement. Alors donc, je vois Macron demander avec de plus en plus d'insistance la venue de forces européennes à ses côtés. Si cela se faisait, ce serait une très bonne chose, mais ce ne serait pas suffisant tant que le mandat des forces internationales ne serait pas de détruire tout groupe armé, quel qu'il soit, sur le territoire malien. Oui, vous voulez qu'il reste, mais il faut choisir ce que vous voulez. Ce que je voulais dire, d'abord, moi je crois qu'ils ne peuvent pas partir. S'ils partent, il faut se dire la vérité. S'ils partent, on ne peut pas gérer notre crise. Nous, ici, on n'a pas les moyens militaires de le faire. Maintenant, je crois que je vous allez me laisser parler. S'ils prennent le Mali, ils iront à France. Vous allez me laisser parler. Voilà, moi, je dois parler. Mais ce que je voulais dire, peut-être vous avez remarqué, depuis un certain temps, sur tous les plateaux de télévision en France et en Europe, on parle de solutions politiques. Ces derniers temps, surtout depuis après les trêves, les gens parlent de gouvernance, de trucs politiques. Aujourd'hui, on parle que de solutions militaires. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est par exemple le cas de Kidal. Nous, parlons-en ici. Pourquoi est-ce que nos autorités, elles font ce qu'elles font vis-à-vis de Kidal et tout? Je crois qu'il y a aussi un problème de gouvernance. En réalité, c'est ça. C'est ce qui est choquant. Quand on voit certaines de nos autorités se pavader comme si de rien n'était, se comporter ici, comme si on était dans un pays normal, et que des fils d'autres pays viennent mourir pour nous. Ça aussi, il faut le dire, il faut avoir le courage de l'avouer. C'est clair que nos soldats meurent, mais des gens aussi viennent faire le sacrifice ici pour nos frontières. Nous, aujourd'hui, c'est clair qu'en plus de la solution militaire, il faut qu'on commence désormais à voir les solutions politiques. Comment est-ce qu'on est gouverné, comment est-ce que nos armées sont gouvernées. Et puis, on va voir. Ne disons pas simplement allez-y, quoi. Oui, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de mandat robuste n'est pas un échec de la diplomatie malienne? Quand même, depuis 4 ou 5 ans, on parle de la nécessité d'avoir un mandat robuste. On en parle chaque année, mais les positions n'ont jamais bougé dans ce sens-là. D'abord, qui doit faire ce plaidoyer-là pour que le mandat soit robuste? Si c'est l'État malien, sa diplomatie, est-ce qu'il n'y a pas échec à ce niveau-là depuis 4-5 ans? Sans être tout à fait convaincu que le mandat robuste ou pas puisse permettre à lui seul de régler la question sécuritaire. Et si échec il y a, ce n'est pas l'échec de la seule diplomatie malienne, c'est l'échec de pratiquement les États de la région, les États africains pour la plupart. Serge l'a rappelé tout à l'heure, et c'est l'occasion pour moi de rappeler également que depuis 2013, la solution qui avait été envisagée par les États africains, c'est justement une force africaine qui serait adossée au chapitre 7 de l'ONU.
donc il sera à l'abri des questions de financement, mais ils ne sont pas parvenus. Et donc s'il y a échec véritablement, c'est celui de la plupart des États africains qui ont porté ce dossier. Ok, on me signale qu'on a 2 minutes pour conclure l'émission, mais mettre vraiment 30 secondes. Juste pour dire quelque chose de très important. En venant sur notre territoire, la France ne nous fait pas de la charité. Il faut bien le comprendre. Si aujourd'hui, Bamako était prise par les forces séparato-terroristes, ce seraient les pays de la sous-région, le Maghreb, la Côte d'Ivoire, le Sénégal qui seraient menacés. Et passer ce stade, ce serait l'Europe qui serait envahie par les forces terroristes. Donc la France vient, c'est pour se protéger elle-même d'abord. D'accord. Dernier thème de ce débat du dimanche, deuxième journée des universités de la communication en Afrique. C'était donc cette semaine à Ouagadougou au Burkina Faso autour du thème crise sécuritaire et défis de la formation dans les métiers de l'information, de la communication et du cinéma. Makan, vous y étiez. Un tour de table avant de clore l'émission. Oui, c'est vrai que on m'a invité à ces UCAO, les universités de la communication d'Afrique de l'Ouest. Pour moi, c'était un bon... on a souhaité avoir Serge avec nous. Malheureusement, il n'a pas pu venir pour des problèmes d'organisation. En réalité, on était quelques Maliens. Il y avait mon frère Alexis, Draman et tout. On était un certain nombre de Maliens. On a parlé un peu de l'image de l'Afrique. Le thème, c'était ça en réalité. Comment est-ce que nous, journalistes, nous rendons l'image de l'Afrique? Qu'est-ce qu'on doit faire et tout. Donc, on a parlé un peu de la responsabilité des uns et des autres. On a dit, moi, par exemple, on a dit que nos autorités, elles accourent même vers les grandes chaînes, les grands médias. Et nous, on est là. Mais c'est quand il y a crise qu'on sait qu'il y a la presse malienne, il y a ci, il y a ça. C'est avant... Au-delà, moi je crois que l'État aujourd'hui a le devoir de soutenir, d'accompagner sa presse. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des crises, qu'on nous fasse des reproches, vous avez couvert, vous n'avez pas couvert et tout. Oui, les défis de la profession, Serge, en période de crise. Mais c'est évident que le problème est d'abord structurel. Enfin, il est conjoncturel et structurel. Mais c'est d'abord notre faute si nous sommes mal présentés dans les médias étrangers. Regardez par exemple dans la sous-région, puisque j'ai eu une seule minute, combien d'agences fonctionnent. Il ne peut pas avoir d'informations sans agence de presse. Donc l'agence malienne de presse, elle est en train de renaître à cause du ministre. J'espère que ça va aller loin. En principe, par exemple, le conseil des ministres doit passer par l'agence malienne de presse. Donc si vous ne produisez pas de l'information, donc vous ne pouvez pas vendre de l'information. Quel média, par exemple, en France, reprend l'agence malienne de presse, reprend une autre agence? Donc c'est d'abord de notre faute. C'est parce que nous sommes très mal organisés. Quand, rapidement une histoire pour terminer, un chercheur m'expliquait qu'un jour qu'il était à Brazzaville et qu'il y avait un marché, un incendie dans un marché, qu'il y a une radio qui était dans le marché, et qu'il a écouté la radio qui était dans le marché, et la radio disait, comme vient de le dire une chaîne étrangère, le marché est en train de brûler, alors qu'il est à proximité. Donc c'est d'abord notre responsabilité. Mais évidemment, puisque le monde est un village planétaire, et j'en aurais terminé, c'est aussi la faute des autres, qui ne veulent pas forcément que notre voix porte. Voilà. Oui, donc responsabilité partagée, je dirais. Oui, Baba, souvent l'image négative du continent sur les médias occidentaux. Une fois, je regardais la télé, un spécialiste du Mali, qui disait que Gao, Kidal, c'est au nord, alors que quand on regarde la carte du Mali, c'est à l'est. Quand on ne parvient pas à situer géographiquement un problème, est-ce que vous pensez qu'on peut trouver une solution? Cette image assez négative souvent du continent sur certains médias occidentaux. Mais je partage ce point de vue, tout comme ceux des professionnels de la question qui ont parlé. Et plus que ce que vous dites, déjà je pense qu'on aurait fait un grand pas quand on aurait fait comprendre à certains de ces médias que l'Afrique, c'est pas un pays, c'est un continent avec 52 États. Donc c'est même pas la confusion sur la position géographique de Gao ou de Kidal, c'est aussi souvent la compréhension du contexte. Mais j'ai comme l'impression que de plus en plus il y a cette tentative de se
reposer sur des médias locaux, sur des acteurs locaux qui comprennent mieux ces questions et ces dynamiques. Maintenant, il appartient à ces acteurs, que ce soit nationaux ou régionaux, d'avoir des productions de qualité, d'avoir des contenus concurrentiels. Oui, Maître Konaré, on va vous donner les derniers mots, puisque vous étiez dans la profession, vous êtes parti et on est toujours resté amis. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette thématique? À mon avis, c'est la qualité de l'action qui détermine celle de la communication. Si on parle mal du continent africain, c'est parce que la plupart du temps, on n'y fait rien de bon. Mais souvent, on écorche les noms, le nom de nos chefs d'État. Mais s'ils ne font rien de bon, la plupart du temps, nous avons de mauvais chefs d'État. Vous disiez qu'il était dans la profession, je ne savais pas. Tu le sais bien. D'accord, et ce sera donc le mot de la fin, mais peut-être avant de quitter la lettre confidentielle du Mali qui paraît cette semaine, si on peut en parler. Oui, très rapidement, il y a un article de fond sur le probable retour des ex-rebelles autour de la table de négociation. Je pense que ce lundi, ils vont annoncer qu'ils vont venir au conseil de suivi de l'accord de comité de suivi. Il y a un article également qui est pas mal sur le centre. On est en train de réussir au centre. On est en train, pas de réussir, on est en train de poser, de gagner des points, je dirais, au centre. Le Premier ministre y était, 700 combattants qui désarment, ce n'est pas. Et puis, il y a une rubrique désormais, le marigot politique local. Vous allez savoir quel homme politique a fait. On voit cet sur Adam Thiam aussi. Et Adam Thiam, voilà, exactement. Il est désormais à la place de M. Thiegou Mboubé Maïga. On lui souhaite bon vent. Et si vous lisez la lettre du continent, vous allez savoir combien il gagne par mois. Voilà, et justement, il ne viendra plus au débat. Bonne question, puisque vous êtes assis à la place de Adam Thiam. Voilà. C'est ça donc le mot de la fin. Merci d'avoir suivi ce débat du dimanche. Nos invités étaient Maître Cheikh Omar Konaré, avocat, Baba Dakono, juriste chercheur à l'ISS de Dakar, Makan Kone, directeur de publication de Nouvelle Libération, Serge Daniel, journaliste et écrivain, 21h politique, le débat avec Robert Dissa, qui reçoit Omar Ba de l'UMRDA, Amadoun Diko de l'ADEMA. Ils vont parler de crise institutionnelle à 21h, temps universel politique, le débat. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain.